de passer d'un prototype à un produit, à le vendre, c'est jamais simple, même quand on a raison, même quand on répond à un besoin sur le marché, quand on crée le besoin. Et les gens vont de plus en plus vers le PC portable en choix par défaut. Je suis un bébé Xerox parce que j'ai appris à vendre chez Xerox. Pour garder ce niveau de qualité, on reste à 100. Le jour où on pourra passer à 200, 300, 500, 600, 1000, on le fera. Bonjour à tous et bienvenue sur Common, le podcast des entrepreneurs. Être entrepreneur, souvenez-vous dans les tips, je vous dis souvent qu'il faut innover avant tout pour réinventer son marché, être ce qu'on appelle disruptif. Et pour ça, ce matin, j'ai la chance de recevoir l'équipe d'Ilo France. Ilo, c'est un produit qu'ils vous présenteront bien mieux que moi, un produit 100% made in Reims, made in France. Le PC de demain, c'est maintenant. Salut les gars. Salut Max. Salut Max. Salut Max. Ilo, si je dis pas de bêtises, c'est un projet qui a vu le jour déjà il y a 3 ans, en tout cas une graine qui a germé dans vos têtes, notamment vous, Nicolas et Raphaël, cofondateurs de l'entreprise, qui juridiquement est né en janvier 2025. Ouais, c'est ça, ouais. Janvier 2025, dans les starting blocks déjà. Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, on est plus que dans la phase de lancement. On a la chance aussi d'avoir Kamel, le responsable de votre développement, qui est avec nous ce matin, qui nous parlera de tous les avantages produits, etc. d'Ilo. Ilo, vous l'avez vu, c'est ce petit ordinateur-là, made in Reims une fois de plus, je vous le redis. Pour ça, je vais laisser l'équipe expliquer qu'est-ce que le produit, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, et vous le savez très bien sur Common, pourquoi on en est là, quelle est l'idée, pourquoi on a cherché à innover. Merci Max de nous recevoir. C'est super sympa pour Ilo et ce projet-là. Et puis je vais t'en parler un peu en détail. Je suis venu avec donc Nico, on est les deux cofondateurs. Et puis effectivement, comme tu disais, Kamel, qui est le directeur du développement commercial de Ilo France, l'entreprise qui fabrique et qui vend Ilo aujourd'hui à Reims, mais aussi un petit peu plus loin, on va en parler. Ilo, en fait, c'est une histoire qui est un peu crayonnée sur un bord de table au départ. Avec Nicolas, on avait une entreprise où on vendait du matériel informatique à des professionnels. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on leur vendait un PC, notamment un PC fixe, c'est encore beaucoup utilisé dans le monde pro, ils étaient éternellement insatisfaits du matériel, alors que le matériel répondait techniquement à l'ensemble des besoins de l'utilisateur. Et donc, du coup, on se retrouvait dans une relation qui était perdant-perdant parce que l'acheteur n'avait pas envie d'acheter, nous, vendeurs, on n'aimait pas leur vendre parce qu'on savait que ça allait pas leur correspondre. Et on s'est dit qu'il y avait un problème dans le produit en lui-même. Il y avait un problème qui était au-delà de la technique. Et au départ, on a voulu trouver une solution en disant le marché de l'informatique mondial, il est géant, on va trouver un produit un peu qui sort du lot quelque part. Et en fait, on n'a jamais trouvé. Donc on s'est dit, OK, c'est pas compliqué, fabriquons-le. Voilà. C'est très simple dit comme ça. On a mis 2 ans à sortir un prototype. Il y a des vraies contraintes techniques à gérer, qu'on arrive aujourd'hui à gérer. Et puis, ce qui a été long aussi, c'est la conception du boîtier, parce qu'une fois qu'on a eu un produit qui techniquement était performant, parce qu'on est sur du matériel assez haut de gamme, on s'est dit, OK, comment on va faire transpirer cette gamme au travers du boîtier. Et là, par contre, c'était vraiment compliqué, parce que concevoir un boîtier, c'est pas mon métier. Voilà, donc là, ça a été un vrai délire là-dessus, mais on est très fiers du résultat. Et j'espère que toi aussi, non? C'est parfait. C'est parfait. Alors, vous le verrez pas forcément à l'écran, mais on a la chance à l'atelier Emo d'être nous-mêmes clients Ilo. Donc, pour ceux qui sont de Reims et qui écoutent le podcast, n'hésitez pas à vous passer au bureau, vous buvez un café, je vous présenterai le produit. Même si Kamel vous le présentera bien mieux que moi juste après. En tout cas, il est là pour ça. Mais n'hésitez pas. Ici, donc une association. Vous venez de quel secteur tous les deux, tous les deux de la tech, tous les deux du PC? Peut-être Nico, dis-nous, raconte-nous de qui tu es, d'où tu viens. Alors moi, c'est Nicolas Barret. Merci de ton accueil, Maxime. Moi, je suis de formation technique, informatique, réseau et télécom. Donc, pure technique dans le monde de l'informatique au sens large. Donc autant sur le matériel que sur le service. J'ai démarré ma carrière en tant que technicien et assez vite, je me suis perdu dans ce modèle de répondre aux attentes de ma hiérarchie plutôt qu'aux attentes de mes clients. Donc très très vite, je suis monté dans cette hiérarchie pour imposer ma patte, pour donner mon style et mon approche au service que j'apportais aux clients.
Et je me suis associé et j'ai créé une boîte en 2013 qui fait du service informatique. En quoi ça impacte le projet ILO? C'est que dans mon métier d'informaticien, comme on l'entend au sens traditionnel, je vends du matériel. Et depuis quelques années, en fait, les attentes des clients ont un petit peu évolué. Et retrouver une tour d'ordinateur classique, relativement disgracieuse, volumineuse, etc., ça devenait un frein assez fort. Et les gens vont de plus en plus vers le PC portable en choix par défaut, pour ce côté un petit peu plus esthétique, plus fin, plus travaillé. Mais moi, mon petit cœur de technicien, il souffre de voir des PC portables qui ne bougent pas, parce que la durée de vie est moins bonne, les performances sont moins bonnes, et souvent le prix est un petit peu plus important que sur une tour classique. Donc on est venu prendre un petit peu le meilleur des deux mondes pour créer ILO. Voilà. Donc ton entreprise de 2013, premier échec, ça nous on adore, les entrepreneurs. Non, pas un échec parce qu'elle est toujours active aujourd'hui. Donc, je fais toujours du service aux entreprises et ça me permet aussi de proposer ILO à mes clients et d'avoir un vrai retour terrain assez rapide, ce qui nous a permis de se confronter très rapidement au terrain avec ILO. Donc c'est finalement, si je comprends bien, deux entrepreneurs déjà en place, puisque tu étais déjà entrepreneur avant, Raphaël, Ouais, c'est ça. qui se rencontrent et qui se disent, bah, on a chacun notre boîte, viens on en crée une ensemble, viens on se fait plaisir sur du hardware, c'est ça qu'on dit dans votre jargon. Ouais, c'est ça. C'est ça, Raph? Exactement, ouais, c'est ça. On se rencontre et en fait, avec Nico, le courant, il passe tout de suite. Donc, on discute, on échange. On n'a pas tout de suite l'idée de créer une boîte ensemble. Par contre, il a une problématique. Moi, je me sens capable d'y répondre. On en discute un petit peu. On finit par créer cette entreprise avec deux autres associés. Elle fonctionne, mais on sent qu'on n'est pas au bon endroit, en fait. On sent tout de suite qu'il y a mieux à faire. Là où on s'est mis, c'est une case qui est trop limitante. Ça va pas. Pendant qu'on est dans cette entreprise, on constate ce que je te disais avant, cette relation perdant-perdant avec le client. Et c'est là vraiment qu'on démarre la genèse de ILO, quoi. C'est pas ILO au départ, c'est discuter comme des fous avec tous les clients, mais c'est quoi qui vous plaît pas dans l'informatique, etc. Et puis en fait, il ne faut pas perdre de vue que c'est des gens qui consomment de la même façon depuis 20 ou 30 ans, parce que l'informatique, c'est hyper standardisé. Et donc du coup, ils n'ont plus l'habitude d'exprimer quelque chose de négatif sur le produit, quoi. Eux, ils sont un peu résignés. Et donc, du coup, on a mis beaucoup de temps à chercher ce petit truc qui manquait. Et quand on a mis le doigt dessus, on s'est dit, OK, c'est bon. C'est là qu'on doit aller et c'est le virage qu'on doit prendre. Et aujourd'hui, alors je me permets, mais en local, on a l'impression que finalement vous aviez raison à petite échelle, puisqu'on est qu'au 11 mois au moment où on tourne le podcast du départ d'ILO. Pour ça, il a fallu aussi se structurer. Raph, tu nous as pas présenté ton parcours, tu viens aussi de cet aspect tech comme Nicolas. Alors là, pas du tout. Moi, c'est là où je me fais toujours attaquer, c'est que moi, j'ai un bac+3 en gestion logistique et transport. Rien à voir avec l'informatique. Par contre, l'informatique, c'est une passion. Alors, c'est une passion. C'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Mon premier souvenir, c'est quand j'étais petit, je voyais mon papa qui montait ses ordinateurs sur la table du salon, ce qui avait le don d'énerver ma mère, parce qu'à l'époque, écran cathodique, les pièces énormes, les manuels d'utilisation qui faisaient la taille d'un dictionnaire, donc il y en avait partout. Et en fait, cette image-là, elle est toujours un peu restée en grandissant au travers, je pense que comme beaucoup de monde autour de cette table, le jeu vidéo. Quand tu joues aux jeux vidéo, tu as envie de faire mieux que ton pote, donc il faut acheter la petite pièce en plus, donc tu finis par t'intéresser au matériel. Et puis de fil en aiguille, je me dis, mais mince, en fait, l'informatique, je suis né dedans, ça m'a jamais quitté, je la comprends, je comprends la machine, ça, je sais pas comment l'expliquer, mais quand on est derrière, on comprend son fonctionnement, donc un problème n'est plus un problème, quoi. Et donc, du coup, je me dis, ok, c'est naturel, quoi. En fait, c'est ce que j'aime, quoi. Donc, pourquoi je vais aller faire un autre travail alors que ce que j'aime, c'est sur la table? Alors, c'est sur la table, oui, on le voit tous. Ok, c'est une des premières fois pour moi, Common, que j'interviewe une équipe qui fait du produit au-delà du service. Alors, même si on a eu déjà Eric d'aujourd'hui, etc., qui fait du produit, oui, mais c'est à la fois du service, hein, la restauration. Monter une entreprise de produits, ça nécessite achat de matière, etc. Comment vous la lancez, la structure, d'un point de vue financier, d'un point de vue juridique aussi? Comment vous avez créé ILO? En fait, ça s'est fait assez naturellement. On a validé des points clés, des points très forts, de se dire, OK, on a un produit technique, OK, on a un boîtier, OK, on a un produit final. Et après, c'est comment on fait pour aller plus loin, quoi.
En fait, la première chose qu'on a fait, c'est que déjà, je faisais la foire de Châlons avec ma précédente entreprise. Et en 2024, donc l'année dernière, je présente Hilo à la foire de Châlons. Je veux le présenter pour avoir des retours des gens qui passent, qui ne sont pas forcément des gens qui sont acheteurs. Juste, voilà, ils passent devant, on leur montre ce que c'est et ils nous disent ça me plaît pas. Ah, c'est pas un ordinateur, c'est un ordinateur. Mais en tout cas, on discute. Et très vite, je vois que ça match sur le format. Les gens ils disent waouh, ça c'est un ordinateur. Et en fait, mon stand était mal présenté, il faut le dire. J'ai des très grands écrans et le petit PC qui était posé à côté. Et les gens pensaient que je vendais des écrans. Ils ont voulu m'acheter mon meuble qui était fabriqué en bois par mon père. Ils ont voulu m'acheter mes fauteuils. Le PC, personne ne l'a vu au final. Et c'était quand je disais aux gens, mais je vends ça, le truc qui est là, c'est le PC. Et les gens, ils se disaient tous, waouh, ça c'est le PC. Et le waouh, ça c'est le PC. Quand ils faisaient ça, je me dis, ok, c'est bon, c'est gagné, quoi. On a gagné déjà dans l'esprit de ces gens-là le fait qu'un PC, ça peut être comme ça. Et c'est ça le vrai truc où on s'est dit, bon, ok, faut qu'on y aille. On a même eu des précommandes sur la foire. Et en fait, à partir de ce moment-là, on se dit, ok, il faut qu'on crée une entreprise, il faut vraiment qu'on se structure, que juridiquement on soit dans les clous. Et avec Nico, en fait, on joue tout de suite le jeu de mettre de l'argent sur la table. On se dit, ok, on a besoin de combien pour créer, pour faire quoi, etc. On prend nos fonds propres, on crée une boîte et on passe. On a créé en janvier, on passe quasiment 6 mois à se mettre en place, quoi. Comment on assemble, comment on fabrique, comment on fait quand on a 10 PC assemblés plutôt que 1, parce qu'il faut tout un peu harmoniser. Et on le fait encore aujourd'hui. Hein. Et voilà. Et à partir de juin, on commence à vendre. Et là c'est un peu le vrai début de l'aventure où on commence à dormir la nuit et à se dire ok, c'est bon, ça part. Alors, je te promets, Raph, que par rapport à ce que tu viens de dire, dormir la nuit, c'est pas normal. C'est que vous n'avez pas assez poussé le projet, normalement. Blague étant faite, donc excellent, vous développez tout de suite, vous venez presque de répondre à ma question. Innover, c'est bien. Créer, c'est encore mieux. On passe d'un prototype à un produit à un moment donné. Et tu viens de dire quelque chose qui est excellent pour rebondir moi-même et pour présenter Kamel qui est ici. C'est qu'à un moment donné, tu as fait la foire de Châlons et les gens ne savaient pas ce que tu avais à vendre. On est tous OK ici que pour être entrepreneur, il faut savoir s'entourer de personnes qui ont des compétences que nous-mêmes, on n'a pas. Sinon, on ne peut pas avancer dans le produit. Comment on vend Hilo? Comment on l'achète nous? Mais comment vous le vendez surtout? Hilo, dès l'instant où on est passé du prototype au produit fini, on l'a pu lâcher. On le montrait à autant de personnes que possible. Étant des entrepreneurs, on se rapproche des différents réseaux locaux pour croiser le plus de monde possible et avoir des retours. Et c'est lors d'un des petits déjeuners de l'atelier Connect, un événement que tu accompagnes, que je croise Kamel, qui tombe fou amoureux du produit. C'est une vraie rencontre humaine, mais il y a vraiment un flash sur le produit. Je vois ses yeux s'illuminer directement et très rapidement, on se revoit pour la suite et pour faire connaissance et avancer sur le produit. Alors Kamel, que nous on connaît bien à l'atelier Mo, qui nous suit depuis le début, qui nous a déjà épaulé sur le développement commercial. Kamel qui a un parcours assez intéressant. Si je dis pas de bêtises, c'était un bébé Xerox. Alors oui, je sais que tu aimes beaucoup parler de cette expérience. C'est vrai, je suis un bébé Xerox parce que j'ai appris à vendre chez Xerox. Xerox, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'une des meilleures écoles de vente mondiales, non pas françaises mais mondiales, qui m'a permis aujourd'hui d'avoir la carrière que j'ai eue, puisque après, comme tu le sais, j'ai été quelqu'un qui s'est orienté dans l'entrepreneuriat avec différentes choses qui ont pu être créées. Et j'aime beaucoup ce que tu disais tout à l'heure, lorsque tu disais qu'on pouvait voir le Hilo chez toi, parce que je ne vais pas en parler, parce qu'encore une fois, c'est nos clients qui en parlent le mieux, et tu en as tellement bien parlé que je te poserai quelques questions sur l'utilisation après, et puis on pourra échanger là-dessus. Mais oui, et comment j'ai rencontré Hilo, Nico a tout à fait raison, parce que je suis tombé littéralement amoureux du produit lorsque je l'ai vu, déjà de par son esthétisme, et de par l'histoire qu'il y avait autour. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'histoire de deux mecs qui se rencontrent, qui se parlent, et qui finalement décident de créer un produit purement local, purement français, qui remporte, il faut le souligner, 4 concours mondiaux dans sa catégorie, et je laisserai après les techniciens en parler qui seront bien meilleurs que moi, mais c'est quelque chose qui m'a frappé tout de suite. Alors oui, on est chez toi à l'époque, parce que comme tu le dis, on a déjà travaillé ensemble sur des sujets, et ça a été encore une fois un moment riche en rencontres, et je rencontre Nicolas à ce moment-là. Moi, je me dis tout de suite, il y a quelque chose à faire. Moi, je pose des questions, les mecs me disent « Ouais, on a créé le produit, mais on parle beaucoup de produits. » Et la première question qui me vient, c'est un peu une des questions qu'on s'est posées lorsqu'on s'est rencontrés. Maintenant qu'on a le produit, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est cool, mais il faut le vendre. Et comment on le vend?
ça passe par une stratégie, vendre quelque chose, ça passe par une vision. Tu le disais toi-même encore tout à l'heure, on a tous des exemples de personnes qui disent, un dont je tairai le nom volontairement ici, mais qui a dit, lorsque tu entreprends, parce que je suis moi-même entrepreneur, hein, je les rencontre dans le cadre où moi-même j'ai une entreprise, au moment où je les rencontre, où j'accompagne les dirigeants, une boîte qui s'appelle Energix Consulting, qui, comme son nom l'indique, sert à accompagner des personnes qui ont un besoin précis, et là, en l'occurrence, un besoin commercial. La personne qui a dit ça il y a de nombreuses années, elle a dit à un entrepreneur, si on cherche à avoir tout d'excellent chez lui, c'est la meilleure façon de se tromper finalement. Donc il a une casquette où il peut toucher à plusieurs choses, mais il va savoir s'entourer. Et c'est un peu ce que ces deux messieurs ont fait, puisque le commerce n'étant pas leur métier, étant le mien, ils ont un produit, j'ai une technicité ou un petit savoir-faire que j'ai appris chez Xerox pour la commercialisation, en tout cas le développement stratégique, et on s'est dit, OK, il y a peut-être une chose à faire en unissant nos savoirs pour pouvoir demain le commercialiser. Force est de constater que depuis juin, on en vend, et c'est pour ça qu'il disait tout à l'heure qu'il dormait, parce que je suis arrivé à peu près à cette période-là, et je suis heureux de savoir qu'on peut m'appeler somnifère maintenant. Alors, excellent, parce que c'est vrai que de passer d'un prototype à un produit, à le vendre, c'est jamais simple, même quand on a raison, même quand on répond à un besoin sur le marché, quand on crée le besoin. Et je pense que c'est vraiment ça, pour moi, Maxime Cosson, qui est révolutionnaire chez Hilo, c'est qu'à la base, on n'en avait pas besoin, jusqu'à ce qu'il soit là. C'est une réalité, c'est ce qui s'est passé moi-même en tant qu'expérience client, de dire à l'instant T, écoute Kamel, puisque j'avais rencontré Nico quelques semaines avant à la Jelly Week où il a encore gagné le concours de pitch, que je connaissais déjà, mais brièvement Raphaël, à l'instant T, je trouvais ça génial, mais j'en avais presque pas besoin jusqu'à ce que tu le poses dans mon bureau et tu dis voilà, ça c'est le nouvel ordinateur de l'assistante commerciale, etc. Et créer le besoin, ok, mais à un moment donné, c'est quoi la vision? C'est d'en faire de la grande série. Quel est le positionnement d'Hilo par rapport à tout ça aujourd'hui? Alors, si tu veux, nous, la grande série, justement, c'est pas l'objet. Alors, quand je dis grande série, attention, hein, on se compare à des fabricants d'informatique mondiaux qui sont là depuis des dizaines d'années. Donc, eux, les grandes séries, c'est des centaines de milliers, des millions d'unités, des dizaines de millions d'unités qui sortent de leur usine. Nous, c'est pas du tout l'objectif. Notre objectif stratégique, c'est de garder un produit avec un niveau de qualité extrêmement élevé et de le garder dans les proportions où cette qualité reste. C'est-à-dire que si demain, on est capable de produire que 100 unités par an pour garder ce niveau de qualité, on reste à 100. Le jour où on pourra passer à 200, 300, 500, 600, 1000, on le fera. Par contre, il y a une chose qu'on ne veut pas évincer dans le produit, c'est sa qualité de finition. Si je te parle beaucoup de qualité de finition, c'est parce que ce produit-là, on l'a montré, il est exposé aujourd'hui chez des partenaires à nous. Il nous a dit de lui-même, et lui vend des PC toute la journée, il nous a dit, votre PC, il est mieux fini que la plupart des trucs que je reçois dans ma boutique. Lui, il vend des centaines de PC par jour, quoi. Et donc là, on se dit, ok, c'est ça qui va faire notre différenciation, et donc il ne faut surtout pas amenuire cet aspect-là, quoi. Et on sait que dès qu'on parle de volume, on risque de réduire un peu. Donc, nous, ce n'est pas du tout le sujet. Je te donne un exemple, mais dans la conception, des prestataires pour faire le boîtier, on en a vu 4 ou 5, voire 6. On est dans une région où le travail du métal, c'est quelque chose de connu, reconnu. Il y a une grosse histoire de la métallurgie et de l'industrie autour de ce sujet dans notre coin. Et pourtant, on a vu beaucoup de prestataires parce qu'on s'est dit, ok, lui, il répond aux besoins, mais pas vraiment. C'était toujours un petit peu laborieux. Et on a trouvé quelqu'un qui n'est pas dans la région de Reims, mais dans le Grand Est, qui s'est investi dans le produit, qui nous sort un truc extrêmement qualitatif, qui des fois lui-même retouche son travail pour correspondre à notre niveau de finition. On a quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et c'est ce qu'on cherche à faire avec Hilo dans tous les aspects possibles. Le boîtier en métal, le bois, les composants électroniques. Voilà, je ne rentre pas dans le détail parce qu'après c'est de la technique, on va perdre du monde, mais voilà, c'est un peu le sujet de se dire, ok, comment on peut faire le meilleur sur chaque aspect du produit. Et ça passe aussi par de la discussion client. J'aurai une petite anecdote tout à l'heure à te raconter, tu verras, c'est assez cocasse, mais c'est comme ça qu'on fait des bons choix. Ouais. Mais alors justement, aujourd'hui, la consommation fait qu'on revient de plus en plus au Made in France, et je trouve ça vraiment génial, en plus local, mais pas que, mais en plus local. On est 100% Made in France.
Alors, je mets un gros stop là-dessus, désolé Max. Je ne peux pas dire Made in France, c'est soumis à un label. Donc ce produit n'est pas Made in France, il est Made in Reims. Voilà, ça j'ai le droit de le dire. 100% Made in France dans l'informatique, impossible. Faut être très clair tout de suite. On ne sait pas, ni en France ni en Europe, fabriquer ces composants-là. En tout cas, pas à ma connaissance. On n'a pas le savoir-faire pour le faire. Et les composants électroniques sont fabriqués de l'autre côté de la planète. Ça, c'est un fait. Et malheureusement, je n'ai pas la solution. Je lance un appel. Si un fabricant de composants électroniques est capable de me faire ça en France, il m'appelle tout de suite. Je prends. Mais alors justement, c'est génial parce que ça me fait rebondir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la story, c'est comment vous en êtes arrivé là. Comment vous avez sourcé ces fournisseurs-là? Comment vous êtes arrivé à ça, mais à trouver le composant, le meilleur composant surtout. Chaque élément, même jusqu'à la carcasse qui vient du Grand Est. Comment vous en êtes arrivé là à sourcer tous les fournisseurs? Pour le sourcing, je vais plutôt laisser parler Nico. C'est son domaine. Moi, en me basant sur l'expérience de vente de matériel, on a fait beaucoup de tests. On a sélectionné des produits qui techniquement collaient à ce vers quoi on voulait aller. Après, il y a eu un vrai travail d'enquête pour éliminer tous les intermédiaires, pour travailler au plus proche du producteur, pour pouvoir lui demander des petites spécificités et arriver à ce qu'on voulait par rapport à l'électronique. Comme on l'a dit, l'électronique, elle vient de Chine. Donc la communication avec les Chinois, c'est un délire. C'est un vrai régal. C'est beaucoup plus agréable au final de travailler avec les Chinois que les Européens, parce qu'eux, ils veulent vendre leurs produits. Ils veulent vendre leur matos. Il n'y a pas de langage parasite. Ensuite, dès l'instant où on a réussi à sourcer l'électronique, c'est là que notre travail technique de prototypage a commencé. On a travaillé sur un système de refroidissement qu'on produit nous-mêmes. Et après est venu le côté joli du boîtier qui, là, lui, est fait totalement dans la région, quoi. On reprend sur la partie entrepreneuriat, plus que produit, contrainte entreprise. Moi, j'adore. J'espère pas vous pousser trop dans les extrêmes, mais on parle de vendre 100, 200, 300, 400 produits. Comment on gère le SAV chez Hilo? Alors, le SAV chez Hilo, il est prévu depuis le début. Le produit est garanti 5 ans remplacement à neuf en cas de défaillance matérielle. Et pour ça, on a fait le choix de garder du stock tampon pour pouvoir répondre à des défaillances potentielles, quoi. Puisque moi, c'est vraiment le sujet qui me tenait à cœur. Alors, si je pose la question, j'ai presque déjà la réponse, non pas parce qu'on est dans le podcast et qu'on se les donne juste avant, c'est parce que, comme je vous le disais, nous, Atelier Mo, on est déjà client Hilo. Et j'ai la chance d'être client Hilo, puisque, en plus de ça, il n'y a jamais eu de panne jusque-là, depuis janvier 2025, puisqu'on est quasiment les premiers clients dans le catalogue et on en est très fiers. Ok, on parlait de vision, on parlait de centaines et pas plus de centaines de produits. On parle de remplacement à neuf. Quid de la marge? Quid de la vision entrepreneuriale et surtout financière de l'entreprise? Ben ça, c'est le vrai sujet. Je t'ai coupé la parole, Nico. Non, seulement. Non, j'y vais. C'est pour toi, vas-y. Non, ça, c'est le vrai sujet. On n'aime pas trop parler de volume parce que on veut faire une entreprise qui va durer dans le temps. Et on constate que les boîtes qui durent dans le temps parce qu'elles ont une vision très pragmatique, on va dire, des choses, elles passent beaucoup de temps à sécuriser leur avancée. Avancer vite, c'est génial. Et on voit beaucoup d'entreprises qui se créent, qui avancent vite, qui avancent fort. Ça fait rêver. Mais en fait, toutes ces boîtes-là, très souvent, elles avancent vite, très loin, très fort. Et elles se cassent la gueule aussi très vite, très loin, très fort. Donc, ce n'est pas du tout le sujet, là. L'objectif, c'est d'avancer à notre rythme, quitte à ce qu'on nous trouve peut-être plus lent, ou on va dire, parfois on nous dit qu'on n'a pas assez d'ambition. Quand on dit ouais, quelques centaines, on dit bah non, faut en vendre, on peut aller en vendre 10 fois plus, faut en mettre partout, etc. Et nous on dit bah, justement non. Parce que tu parlais de garantie, le client, et s'il a un problème, comment on gère. Bah, l'effet viral, c'est là où notre plus-value, elle peut s'effondrer. Parce que moi, si demain je vends 500 PC alors que d'habitude j'en vends quelques dizaines, mais en fait, je vais me retrouver avec beaucoup de SAV assurés, j'en ai pas forcément les moyens, et c'est comme ça que la crédibilité tombe, l'entreprise s'effondre.
Donc, on veut vraiment prendre le temps de s'implanter localement, de s'agrandir en fonction des opportunités qui se préparent, qui se présentent, et ne pas aller sur des sujets qui n'en sont pas finalement. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont invité à aller distribuer dans la grande distribution, ce genre de choses. Ok, je comprends le point de vue, mais de notre vision des choses, ce n'est pas du tout l'espace de développement. On veut connaître nos clients, on veut rester proche d'eux parce qu'on sait que dès qu'on s'en éloignera, on fera du produit générique et on deviendra des concurrents finalement de géants qui nous écraseront. Et c'est pas du tout là qu'on veut aller. Donc on prend le temps. Ou qui te rachèteront. Ou qui me rachèteront. Voilà. Effectivement, dans le meilleur des cas, ils nous rachèteront. Mais je te l'ai dit, je te l'ai déjà dit, on en a déjà parlé. Moi, si j'entreprends, c'est parce que j'ai des idées. Pour Hilo, j'ai plein d'idées. Je veux faire plein de choses. Tant que j'aurais pas fait tout ça, la question du rachat, pour moi, elle se pose même pas. Alors, je dis ça, effectivement, on me répond toujours attends, quand tu auras le chèque sur la table, tu verras. Voilà, on verra. Voilà, on verra combien il y a de zéros sur le chèque. Je te dirai si j'ai vacillé ou pas. C'est vrai vrai. là-dessus, on va en vendre quand même. Ouais, voilà. On va quand même en vendre un petit peu quand même. C'est pour ça que c'est super agréable de faire ce podcast avec vous, pardon, et à la fois très déstabilisant pour moi. Puisque c'est une des premières fois où on a une vision différente de l'entrepreneuriat avec mon invité. Alors, en dehors de la fois où on a reçu Arnaud Robinet, qui est lui un homme politique, au-delà d'être un chef d'entreprise, même si en écoutant le podcast, vous verrez que vous avez beaucoup de parallèles. C'est justement ça, il y a un côté un peu artiste de l'ordinateur aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se permettre de dire ça ? Production petite série, mais pour autant, un développeur commercial en ta personne, Kamel, pardon, un développeur commercial qui, on le sent, a envie de développer le produit, a envie d'être proche de cette clientèle. C'est quoi la clientèle Hilo, Kamel ? Alors, ça, c'est précisément mon ADN, de vouloir vendre. Et tu vois, on a tout d'une grande entreprise, malgré la taille humaine qu'on représente, c'est qu'il y a encore des discussions entre la technique et le commerce. Ça a toujours été, tu connais un peu le sujet. Aujourd'hui, la vision qu'on en a et les clients qu'on cherche à toucher, alors évidemment, il faut être en capacité de répondre à cette demande. Donc aller trop vite, je suis complètement d'accord, mais prendre le temps pour avoir cette vision d'aller loin, elle est importante. Nos clients sont aujourd'hui en grande partie des indépendants, des gens qui sont, j'ai envie de dire, profession libérale. On a quelques grandes fiertés rémoises qu'on a accompagnées et chez qui on a installé des Hilo. On a des clients comme toi aujourd'hui qui ont cette image un peu premiumisante, et c'est un peu ce qu'on cherche à avoir un produit qui soit premium, non pas uniquement dans son aspect, mais également dans sa technicité, dans la qualité de produit, dans la qualité de fabrication. Je reviens sur l'argument dont tu as parlé, c'est un argument commercial et merci de l'avoir mis en avant, la garantie de 5 ans jusqu'au remplacement à neuf. Pourquoi est-ce qu'on en parle de cette garantie ? Parce qu'on l'a pensée. Elle fait partie de la stratégie, elle fait partie de la vision, elle fait partie de l'ambition de l'entreprise et de la recherche et le développement. Ils ont passé du temps aussi, les deux cofondateurs, à le tester, à le maltraiter, cet ordinateur, pour savoir quelles sont ses limites finalement. À l'utiliser même dans des... à le casser. À le casser aussi. En rajouter. Il en a cassé un aussi. Volontairement, c'est un grand mot. Mais il a testé les choses. C'est ce qui me permet à moi d'avoir des arguments face aux clients demain. Quand toutes ces choses-là sont faites dans le bon sens, quand tu arrives devant un client, tu peux te permettre de lui dire « je vous le garantis 5 ans ». Non pas parce qu'on est, j'ai envie de dire, des gens qui avaient envie de faire plaisir aussi. On est une entreprise commerciale, faut pas l'oublier. On doit vendre, on doit être rentable. Pour être rentable, on ne peut pas offrir des PC en disant c'est garanti 5 ans. Si on l'a fait, c'est qu'on l'a testé et qu'on sait que pendant 5 ans, il ne cassera pas. On sait que pendant 5 ans, il fonctionnera. On sait qu'il gardera la totalité de ses capacités du premier jour jusqu'au 60e mois, qui est sa date anniversaire 5 ans. On le sait. Maintenant, s'il y avait un problème, on remplace l'appareil pour ne pas que tu sois en panne, on prend le tien, on regarde, s'il y a un problème plus important, tu gardes celui qu'on t'a mis en place et on te réinstalle l'intégralité de tes éléments que tu utilises au quotidien. Ça, c'est la promesse de Hilo. Évidemment, si on fait ça, c'est qu'on sait qu'on n'a pas de retour. Les gars, on a passé le côté artistique du produit.
Aujourd'hui, dans la communauté Common, et ce podcast, il est destiné à des entrepreneurs, notamment, pas que, mais surtout à des entrepreneurs. Quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de stratégie, on parle de vision, on parle peut-être déjà un petit peu loin, attention, de scaler le business, donc scaler, de s'ouvrir au plus grand public, etc. On a bien compris, c'est pas la cible, on en discutait juste avant. Et pour ça, Kamel, si tu veux revenir dessus après sur la partie développement commercial, on en rediscute, mais moi, je vois plus loin pour Hilo. Alors, c'est peut-être moi, Maxime. Hein. Si demain, j'étais vous, déjà, j'aurais déjà postulé à qui veut être mon associé dans la structure. C'est quoi la vision? Peut-être Nicolas? C'est quoi la vision de Hilo, la vraie vision de Hilo? Alors, comme tu le dis, on est un projet tech. Comme tous les géants de la tech, on a démarré, alors pas dans notre garage, mais vraiment dans l'arrière-boutique, dans une salle de réunion, pour rien de cacher, où on a travaillé du coup sur les 3 ans de prototypage, etc. Donc on a tout le potentiel. Voilà, c'est faisable, on va le faire. L'objectif, aujourd'hui, on s'implante sur le régional, on se confronte au terrain. Très rapidement, on va aller chercher le national. On a des rendez-vous avec des distributeurs qui sont hors de la région. Donc, affaire à suivre. Mais Je vous l'idée, raconterai. voilà. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher un marché qui n'existe pas. On a un produit qui n'existait pas jusqu'à ce que nous, on le fabrique. Donc, on a de la place à prendre. Le marché du PC en France, c'est des millions d'unités par an. On a une capacité de production qui va évoluer, qui va aller grignoter ses parts de marché. On ne sera pas Apple dans 3 ans, mais on va prendre de la place. Et l'idée, et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est que vous en preniez de plus en plus, bien qu'on ait compris qu'on soit sur du haut de gamme quand même, tant dans l'esthétique que dans la caractéristique technique du produit. Ce qui veut dire que ça n'a pas de sens non plus d'aller chercher des millions d'utilisateurs partout dans le monde. Je suis peut-être un peu trop loin, mais partout dans le monde. Pour autant, j'espère quand même que vous avez conscience que si vous n'y allez pas, il y a quelqu'un qui ira à votre place. Et pourquoi pas y aller d'ailleurs, justement. Alors, tu parlais de stratégie commerciale également. Est-ce que tu sais ce que pèse le marché du PC de luxe aujourd'hui en termes d'argent? On parle de 38 milliards. C'est de ça dont on parle. Si on s'est positionné dans ce marché-là, c'est qu'on a une ambition qui est énorme. D'ailleurs, je t'ai entendu poser la question en disant, avec le sourire, parce que c'est un peu le but de chaque entreprise. Si un mec vient et puis il dit « j'ai de l'argent, j'ai envie d'investir », ben moi j'ai envie de te dire, vu le projet qu'on a aujourd'hui, en tout cas qu'ils ont créé, ces 2 messieurs, ils en sont fiers, hein, et puis c'est pour ça que je les rejoins d'ailleurs. T'as 100 millions? Non. Voilà, quand tu les auras, tu verras qui on parle. Et là, on a quelque chose d'intéressant à discuter autour de ce sujet-là. C'est un produit qui est, nonobstant d'être exceptionnel, il est également performant. Mais il est beau, il parle aux gens, tu le disais toi-même tout à l'heure. Tu es un utilisateur de ce produit-là, donc si tu l'as pris, et je pense que tu es suffisamment connu pour être quelqu'un qui ne met pas son argent dans n'importe quoi, c'est que c'est quelque chose qui t'a touché, qui t'a parlé. Évidemment, c'est bien d'être local, hein, mais j'ai des rendez-vous la semaine prochaine, et pour pas donner la région, je vais vous la donner quand même, c'est le 74. Je me déplace dans le 74. On a un distributeur qui souhaite qu'on l'accompagne, j'ai envie de dire. Allez, on va prendre le risque, on va un petit peu se grandir un peu, et c'est pas lui qui va nous accompagner, mais c'est nous qui allons accompagner sa structure pour lui permettre de toucher une cible à laquelle il n'a pas accès aujourd'hui. À savoir quoi? Les grands dirigeants, à savoir les bureaux dans lesquels on a besoin d'avoir encore cette prestance, cette premiumisation. Et on va l'accompagner pour qu'il puisse vendre chez ces personnes-là. Nous, c'est notre cible, le premium. Nous, c'est notre cible, les gens qui ont envie d'avoir quelque chose, qui sortent de l'ordinaire, mais qui soient également performants. La beauté alliée à la performance, ça donne un chiffre d'affaires certain qu'on aura. On a une ambition pour l'année prochaine. Cette année, c'était l'année de la démonstration. C'était l'année on fait la Jelly Week, on a fait la foire de Chalon, on a exposé à la foire de Chalon, on s'est montré. Encore une fois, le but, il n'était pas de vendre pendant ces expositions, mais il était de montrer le produit, de montrer la déclinaison du produit. Parce qu'on a aujourd'hui 3 gammes, plusieurs coloris. Ça, c'est quelque chose qu'on a développé cette année. En 9 mois, on a avancé, parce qu'on est un peu comme toi, on a envie d'aller loin dans ce qu'on fait, on a envie d'aller fort, on a envie d'aller vite, mais avec prudence. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne prendra pas de risques. On va prendre des risques, parce que si on ne prend pas de risques, ça ne sert à rien. L'excitation de l'entrepreneuriat, elle n'est plus là si on ne prend pas de risques. Nous, on souhaite y aller. En y allant, on va accompagner, on va se faire emmener aussi par des gens. On est là aujourd'hui pourquoi? On est à Common aujourd'hui parce que tu nous accompagnes également dans la communication de ce produit-là. Et ce qu'on veut l'année prochaine, on a une capacité de répondre à nos clients qui va être environ de 300 à 350 PC produits, parce qu'il faut les produire, ces PC-là. Je vous rappelle qu'à date,
on est sur un côté ultra artisanal, une précision presque chirurgicale du produit. Donc c'est là-dessus où on va aller. On va répondre à 300 ou 350 personnes, donc dépêchez-vous. Mais c'est ça, et je trouve ça fabuleux, c'est d'être encore du côté artisanal avec un produit aussi abouti. On a tendance, quand on écoute les entrepreneurs qui sont bien en avance sur nous, en tout cas dans leur choix de vie, des Anthony Bourbon ou d'autres, qui nous disent que avoir un produit trop parfait, c'est déjà le début de l'échec. Vous en pensez quoi de cette phrase? Qu'est-ce qu'on en pense de cette phrase? Un produit trop parfait, c'est le début de l'échec? Si c'est Anthony Bourbon qui l'a dit, c'est qu'il doit avoir raison. Non, mais en fait, ouais, non, mais je comprends ce qu'il veut dire. C'est qu'en fait, quand tu as un produit trop parfait, c'est que finalement, tu n'iras jamais plus loin que ça. Donc, tu es déjà au bout de l'aventure. J'entends. Après, c'est vrai que moi, je suis un passionné, les mains toujours dedans. Quand je regarde mon produit, je ne vois que ses défauts. Donc, je ne vais pas les citer aujourd'hui, ça serait me desservir, mais je ne vois que ses défauts. Donc effectivement, quand je fabrique un produit, je me dis, OK, ça c'est bien, mais c'est pas encore au niveau de mon exigence, pardon, je peux aller plus loin. Et l'objectif, c'est d'aller plus loin, de se dire, OK, on retravaille ce petit détail, ce petit détail, ce petit détail. Et le jour où j'aurais plus la capacité d'aller travailler ces petits détails et d'aller plus loin, je me dirais, bon, OK, je suis allé au bout, quoi. C'est bon, j'ai plus rien à donner, mais voilà, j'ai tout donné, je peux pas faire mieux, mes compétences s'arrêtent là. Aujourd'hui, on y est clairement pas, quoi. Là, aujourd'hui, c'est le début, c'est le balbutiement. On a hâte d'arriver à ça, mais on n'y est pas du tout, quoi. Et justement, quand tu mets dans le blender toutes les idées qu'on vient de se mettre sur la table, il y a bien un moment donné où tu devras lâcher ce côté artisanal. On sent vraiment que ça te prend aux tripes, attention, et c'est toute la beauté du boîtier qu'on a sous les yeux là à l'instant T, mais on sent que ça te prend aux tripes. Est-ce que tu as conscience quand même que tu es sur un produit tellement innovant qu'à un moment donné, il peut t'échapper? Ouais, carrément. Non, mais ça, c'est clair, c'est sûr même. Effectivement, on parle beaucoup artisanat. Kamel a mis le mot sur la table et il avait raison. L'objectif, c'est de garder le savoir-faire, mais de sortir de l'artisanat. L'artisanat, c'est un peu une connotation micro-série, fait dans un petit coin, pas très standardisé, parce que malgré tout, les standards, ça reste important. L'objectif, c'est de garder cette capacité de précision et puis d'essayer de monter en volume progressivement. Et pour ça, on sait comment on doit faire. On doit s'équiper avec du matériel, des machines qui nous permettent de fabriquer avec beaucoup plus de volume en gardant cette précision. Ça veut dire aussi de l'argent. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir investir dans nos machines à nos frais. On sait qu'à un moment, ça ne sera plus le cas. Donc, il y a une question qui va se poser de où vient l'argent? Est-ce qu'on en a assez? Est-ce qu'il ne faut pas en refaire rentrer d'un autre endroit? Et c'est à ce moment-là où le pivot il va s'établir. Je te donne un ordre d'idée. La presse qui plie le métal pour lui donner cette forme, de mémoire, je crois qu'elle coûte 650 000 euros. Et elle fait 100 tonnes. Enfin, c'est un truc industriel. Demain, je veux acheter ça. Il est clair qu'aujourd'hui, à l'instant T, c'est même pas la peine. Par contre, demain, j'ai cette machine-là. On parle plus de fabriquer 100 PC dans le garage, quoi. On passe à autre chose. Alors après, c'est des stratégies qui sont complètement différentes. Une fois de plus, moi, je suis pas dans le produit, mais on a des exemples mondiaux. Nike ne produit quasiment rien, si ce n'est les idées. Apple ne produit quasiment rien, si ce n'est les idées. Donc, c'est pas forcément le fond d'une stratégie que d'internaliser 100%. On a essayé nous-mêmes à l'atelier Mo d'internaliser tous les services. Ouais. Et à un moment donné, on se rend compte que d'être distributeur, parfois, c'est déjà bien suffisant. Je parle notamment du clé en main, mais ce n'est pas l'objectif. L'idée, c'est de savoir, aujourd'hui, on parle de fonds propres. Un copain qui se reconnaîtra dans le podcast, Johan, me disait toujours que mes seules questions tournaient autour de l'argent, mais c'est quand même une réalité, c'est le moyen qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, le cycle d'exploitation, il va falloir le financer. Le développement, il va falloir quand même arriver avec un produit abouti. C'est le cas, mais sur de la grande série. On connaît tous des histoires comme Elon Musk qui a pris des millions et des millions d'euros, enfin de dollars, de chèques pour produire ensuite des voitures et on voit que ça a failli pas passer. On connaît la suite de l'histoire aujourd'hui. Si on veut une histoire à la Elon Musk, il va falloir financer un cycle d'exploitation à un moment donné. Vous l'envisagez comment? En banque, en ouverture de capital? Vous avez déjà réfléchi à ça? Oui, effectivement, on a déjà commencé puisqu'aujourd'hui on est incubé à l'incubateur d'entreprise Innovact à Reims. En tout cas, on est au tout début de cette étape. L'idée, c'est d'abord de rencontrer les acteurs publics
pour la notoriété bien sûr, mais aussi parce qu'ils ont cette capacité de débloquer des fonds sous différentes formes. C'est notre objectif là à court terme, donc je vais dire dans l'année, quoi, dans l'année qui arrive. Et pour l'instant, ça va nous créer une bonne base. Effectivement, et tu l'as dit, il y a un moment où il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin, où on va falloir qu'on parle à des investisseurs privés. Je pense tout de suite au business angel. Tu as parlé tout à l'heure de qui veut être mon associé. Évidemment, on a envie d'y aller. Je te cache pas que je regarde les qui veut être mon associé américain, voir comment ils présentent leur boîte et tout, parce qu'ils ont vraiment l'art du pitch. Mais c'est vrai qu'on a envie d'y aller, mais au bon moment. On pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu tôt. C'est peut-être pas forcément trop tôt, mais c'est peut-être un petit peu tôt. Et on va ouvrir la porte vraiment au bon moment et se dire, OK, là, c'est maintenant. Là, on pivote, on va dire, comme des brutes et on y va à 100% dans une nouvelle voie où on fait rentrer de l'argent pour aller beaucoup plus loin. Quand ça arrivera, honnêtement, j'en sais rien. Comme je suis un grand prudent, je pense que ça arrivera beaucoup plus vite que ce que j'ai en tête. Je l'espère en tout cas. Mais est-ce qu'on va le faire dans 3 mois ou dans 1 an et demi? Je ne peux pas te répondre. Question très terre à terre. S'il y avait un investisseur qui vous donnait 1 million d'euros aujourd'hui, ou une banque, tout simplement, vous feriez quoi? Alors, un investisseur qui viendrait avec 1 million d'euros et qui souhaiterait qu'on fasse quelque chose de ce million d'euros, 2 choses, 2 axes. Le développement pour pouvoir produire plus rapidement et j'ai envie de dire de manière un petit peu plus industrialisée, ce serait l'un des axes dans lesquels on investirait. Et puis le deuxième axe, j'en prendrai une partie pour le développement commercial parce qu'on a besoin également de représentants pour les former déjà aux produits, puis les accompagner sur le terrain pour qu'ils puissent prêcher la bonne parole, allez, soyons assez clairs dans nos mots, pour pouvoir en vendre encore plus demain. Donc oui, évidemment, quelqu'un qui viendrait avec 1 million d'euros, on saurait tout de suite quoi en faire, parce qu'on a plusieurs choses dans lesquelles on souhaite investir. Je fais le parallèle, parce qu'ils en ont parlé brièvement tout à l'heure, mais là, on est en train de s'agrandir dans des nouveaux locaux, où on va déplacer tout l'aspect technique. On parlait tout à l'heure de garage avec Nicolas, c'est un peu l'image, on a tous cette image d'une certaine pomme ou d'autres logiciels qu'on utilise également dans nos PC, que certaines personnes ont créé dans leur garage. Alors oui, on a cette ambition-là. Et aujourd'hui, on souhaite se développer et on est en train de le faire. Alors demain, tu me donnes 1 million d'euros, tu vas prendre la route direction Bétheny, parce qu'on est à Bétheny aujourd'hui. Et quand tu vas passer le pont, c'est juste après Floralis Garden, il y a des terrains sur la gauche. Tu verras, c'est avec 1 million d'euros, on commencera à avoir un cube noir avec des fenêtres en bois sur le côté qui ressembleront à un ordinateur, et ce sera nos futurs locaux. J'espère, en tout cas. Ça, c'est une très très bonne idée. Évidemment. C'est vrai que c'est une excellente idée si un jour le siège social ressemble à ça. Ah bah c'est le but. Designer un bâtiment comme ça, oui. Bon, au moment où on se parle, les 1 million d'euros ou de dollars par rapport à tout ça ne sont pas encore sur la table. Ça veut dire quand même que vous allez gagner de l'argent sur les premières ventes. J'imagine, c'est normal. Produit égale marge, pas de sujet. Comment elle est réemployée, cette marge, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la marge, elle sert à stabiliser, garantir les produits qu'on vend, mais aussi à développer de nouveaux produits, parce qu'on n'est plus sur un produit unique, on déploie des gammes de performances différentes. Et là, en ce moment, notamment, on est en train de travailler sur une gamme ultra performante. Comment cette gamme est arrivée? C'est une des 1000 idées que Raphaël a à la seconde. C'est son profil. Il a 10 000 idées à la journée. Moi, je suis aux techniques. Je suis là pour cadrer un petit peu ça, voir ce qui est réalisable. Donc là, le prochain produit qui va sortir en toute fin d'année ou début d'année prochaine, c'est une gamme qui est dédiée à des usages très poussés. Je parle de bureaux d'architectes, des bureaux d'études, des gens qui ont besoin de faire de la 3D, du montage vidéo très très poussé. Donc on est en train de travailler sur une machine très très haut de gamme qui garderait l'essence même d'Hilo, qui est cette esthétique, ce format compact et cet esprit premium. Qui existe, je crois, en plusieurs couleurs déjà? Non, je dis une bêtise? Non, tu dis pas de bêtises. Ça a été notre nouveauté de la foire 2025. On a présenté notre gamme de couleurs. Ah oui, excellent. Donc, on a vraiment toutes les couleurs, Nico. Merci d'avoir été les chercher. Toutes les couleurs, ça nous ramène à toujours la technique de l'entrepreneuriat et de l'industrie lorsqu'on produit des services. On appelle ça de la différenciation standardisée, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on est sur un coût de production à peu près équivalent, si ce n'est une couleur qui change. J'ai une question qu'on ne s'est pas posée depuis le début du podcast, que je ne t'ai jamais posée, ni à toi, Raph, ni à toi, Nico, et encore moins à toi, Kamel. Pourquoi Hilo?
Hilo, c'est. Je rigole parce que l'histoire, elle est un peu sortie d'un film. C'est qu'en fait, au départ, on n'a pas de nom pour le produit. On y réfléchit, on se dit, allez, on se pose un après-midi, on en discute, on passe 4 heures à discuter, on a le tableau blanc. Voilà. C'est vraiment le brainstorm dans sa pure technique, quoi. Et en fait, on sort que des trucs qui sont nuls, mais vraiment nuls. Et on le fait une fois, 2 fois, 3 fois, et 3 fois, voilà, 3 fois 4, 12. On passe 12 heures à réfléchir sur le nom, vraiment à 3 cerveaux dessus. Il n'y a rien qui va. Ça colle pas, ça nous convient pas en tout cas. Et un jour, on se dit, OK, ce qu'on fait, ça va pas parce qu'on est trop crispé. On revient vendredi. Par contre, on vient pas pour parler de produits machin, on vient pour prendre l'apéro. On prend l'apéro à 14h30. Je te laisse imaginer la suite. Le vendredi, on se met bleu. Voilà, le tableau blanc, il est toujours là. On écrit toujours dessus. Mais par contre, le soir, on repart. Bon, voilà, on rentre se coucher. Voilà, je passe les détails. On revient le lendemain, on se dit, bon, on va regarder ce qui a marqué sur le tableau, mais le lendemain, on est dans un état pas possible, on est tous bons à rien, on se dit, ouais, vas-y, on rentre. On dit à tout le monde dans le bureau, les gars, n'effacez pas le tableau, juste laissez le tableau tranquille, on revient après-demain. Et quand on revient, on lit le tableau, il y a beaucoup de conneries. Par contre, le nom Hilo, il est là. On n'a pas Hilo France, mais on a déjà le truc de la boîte quoi, qui se dessine. Et en fait... bah ouais, on a quasiment tout sur le tableau, quoi. Et on se dit, bon, bah ok, c'est cool. On laisse le tableau un mois et demi comme ça, on revient dessus, et on se dit, Hilo, ça tourne dans la tête. On en parle à nos proches à droite, à gauche, et on se dit, non, mais en fait, c'est trop bien. Il y a 3 lettres, on peut pas se tromper. Et en fait, Hilo, parce que depuis le début d'émission, tu vois, on avait le Hilo sur le bureau. Et ben, le bureau, il est vide. Et il y a juste ce petit PC-là, ce petit Hilo numérique qui est sur le bureau. On s'est dit, ouais, Hilo, ça colle, c'est trop bien, quoi. Oui, et puis c'est déjà un petit peu dans un anglicisme si besoin, 3 lettres. On dit, vous voyez que le succès, c'est souvent aussi ça. Quand vous pensez à d'autres structures, souvent c'est très court. Les boîtes qui ont fonctionné fort, souvent ils en ont très court et vous en avez même qui changent en cours de route. Vous avez déjà anticipé. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'ambition finalement, puisque vous avez déjà anticipé le Hilo. Ok. Donc, je vois qu'on investit beaucoup, puisque c'était la question d'origine, dans la recherche et développement. Ça m'intéresse de creuser un peu, Nico, puisque ça veut dire que tu vas élargir ta cible, et peut-être que ce seront des auditeurs que vous allez avoir sur Common. Vous allez élargir votre cible en termes de technique produit et en termes de carte graphique, j'imagine. Alors, la technique produit, elle va surtout chercher à répondre à des besoins. Aujourd'hui, on a un produit qui est hyper esthétique. On a des cibles qui sont premium, des postes clés, des postes d'accueil, les postes de direction, comme l'a dit Kamel. Mais il y a des métiers pour qui l'image compte beaucoup. Des clients comptables, avocats qui ont besoin d'un produit qui colle à leur intérieur. C'est pour ça qu'on a décliné des couleurs tendances, des couleurs qui s'intègrent dans n'importe quel intérieur. Sans oublier la couleur champagne, pour rappeler l'origine du produit. Tout à fait. Et du coup, pour répondre à ta question de la technique dans le monde de l'informatique, elle évolue. Donc, il faut qu'on suive tout ça et qu'on aille chercher ces côtés différenciants pour des usages spécifiques. Je te parlais des bureaux d'études et cabinets d'architectes. C'est des gens qui travaillent l'image dans leur métier. Donc, avoir un produit qui leur ressemble, c'est un vrai enjeu. Nous, dans notre vision, en tout cas. Nicolas a parlé des couleurs qui sont, pour moi, aussi un argument de vente et un argument de commercialisation. Parce que, effectivement, comme l'a très bien dit Nicolas, on arrive à toucher des gens qui ont des intérieurs, des ambitions, des envies, parce que ça peut être aussi une envie différente. Je parle d'une cliente qui a vu Hilo et qui était... je dis toujours que les clients en parlent mieux que nous, on aurait dû les inviter. Et, cette cliente-là, c'est une architecte, dont je tairai le nom parce qu'on n'a pas l'autorisation de le donner. Elle le voulait en blanc, parce que son intérieur était plutôt lumineux, plutôt simple en termes de couleurs, et elle le voulait blanc. Donc elle a l'écran blanc, le clavier blanc, la souris blanche, le Hilo blanc. Et nonobstant d'avoir ça, moi, ce qui m'a également fait vibrer, c'est cet aspect performance qu'on est capable de donner à ces différents produits. C'est pour ça qu'il est décliné en 3 gammes. J'ai vu tout à l'heure que tu clignais des yeux quand on t'a parlé de gamme et de personnes avec qui on souhaite travailler. Quand on parle d'architectes ou qu'on parle de bureaux d'études, ils ont des besoins spécifiques. Donc, ils ont besoin de performance, ils ont besoin de stockage et ils ont besoin de rapidité. Je ne suis pas assez technicien pour en parler. Moi, je prends les arguments qu'ils veulent bien me donner une fois qu'ils les ont
conçus, et après, je les applique sur le terrain. Et j'ai envie qu'on parle alors on ne donnera pas le nom encore une fois, mais d'un client pour qui on a conçu un produit, parce que ce produit était déjà dans la tête de Raphaël, qui est... à la fin, il y en a un qui décide, c'est lui. Donc, c'est comme ça. Mais quand il pense à un truc, il nous en parle quand même. Et j'ai trouvé l'idée extraordinaire. Et quand on a rencontré un client qui avait un besoin spécifique, on allait le rencontrer à deux. Et il en est sorti le Hilo Plus. Et il va en parler mieux que moi, Raphaël. Ouais, c'est vrai, c'est un client c'est un bureau d'études thermiques. Donc lui, en fait, son travail, il n'a pas de, comment dire, il n'a pas de choses finalement très compliquées, mais il a des logiciels qui des fois sont hyper gourmands. Et c'est toujours un peu compliqué de trouver un ordinateur qui colle à ses besoins sans tomber dans le PC gamer avec de la lumière dans tous les sens. Et lui dit bon, ok, mais moi je reçois des clients, ça fait pas sérieux quoi sur le bureau. Il voulait quelque chose de performant, mais qui soit acceptable. Je lui ai dit ok, pour ton besoin, on va développer un produit vraiment plus haut de gamme que ce qu'on fait encore actuellement en termes de performance, j'entends. Hein. Et ça va répondre à ton besoin technique. Et en même temps, on va garder ce format Hilo avec les claustras en bois, le cube, qui sera un petit peu plus gros évidemment. Mais en tout cas, on l'a développé exprès pour ça. Parce que lui-même, il a cette attente de design, parce qu'il reçoit des clients et qu'il a conscience que son image, elle est importante, même si c'est un bureau d'études et même si c'est pas forcément quelqu'un qui voit son client final, il sait que dans sa présentation, il doit travailler là-dessus, quoi. Et il ne peut pas avoir un PC qui fait de la lumière dans tous les sens. Donc du coup, je lui ai développé ça. Là, je m'y suis mis dessus il y a 6-8 mois. Alors comme j'ai déjà la base, ça va mieux, hein, on avance vachement plus vite. Mais c'est toujours dans la même optique, c'est-à-dire un produit avec... tu vois, je vais rentrer dans la technique. Je suis désolé pour les gens qui ne sont pas dans l'informatique, mais là, il a 4 Tera de stockage, il a 128 Go de RAM en DDR5, il a un processeur hyper haut de gamme avec une carte graphique intégrée. Enfin, il a un truc, mais énormissime. Je te le dis, moi, au boulot, pour le tester, je lance des jeux dessus, donc c'est pas productif du tout, parce que du coup, je peux passer une journée à geeker. Mais par contre, je m'impressionne de voir moi-même le produit capable de faire tourner des jeux auxquels je joue avec mon PC gamer à la maison. Et ce produit-là, il est destiné aux bureaux d'études, aux bureaux de conception, qui soit ont des PC qui sont très génériques et certains ont des trucs énormes, soit des PC gamers. Et en fait, ils sont dans la satisfaction, donc on va les chercher. On est un peu sur de l'ordinateur sur mesure. Ouais, complètement. Alors, nous, on décline des gammes, évidemment. Par contre, comme on fabrique, celui qui a un besoin technique ou qui a une attente, en tout cas particulière, évidemment, on va la travailler. Évidemment, on va lui dire, OK, on peut modifier la mémoire, le stockage, le machin, dans des proportions que la technique nous laisse. C'est toujours un peu délicat par les techniques, mais oui, bien sûr, on va dans le sur-mesure. Avec les couleurs, on va dans la différenciation. Nous, on aimerait aller plus loin dans la personnalisation. C'est une ambition aussi, parce que tu sais bien que quand tu travailles sur une image un peu haut de gamme et de luxe, les gens aiment bien avoir quelque chose d'atypique, de personnel, qui est vraiment spécifique à leur attente, et il n'y a qu'eux qui le possèdent. Et on va vers ça. D'ailleurs, j'anticipe un petit peu, mais on est en train de créer des collaborations avec des artistes pour sortir des séries limitées de Hilo avec des œuvres d'art dessus. Je ne dis pas le nom de l'artiste encore, je vais taire tout ça parce qu'il y a une dimension technique qui est hyper complexe pour envoyer l'œuvre sur le produit. Mais dès que ce sera sorti, je t'en parlerai. Ouais. Excellent. C'est un argument commercial qui vient d'être divulgué, que je souhaitais garder encore quelques temps. Mais merci Raphaël. Ouais. Mais c'est toi le patron, donc tu dis ce que tu veux. Je te sabote ton travail, tu n'as rien à dire. C'est un truc magnifique. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que tu as dit, parce que moi, ça me permet de... Et les gens qui vont le voir vont comprendre aussi comment est-ce qu'on peut apporter de la personnalisation plus que du sur-mesure. Pourquoi ? Parce que le sur-mesure voudrait dire qu'on conçoit quelque chose uniquement à la demande, c'est pas ça. La personnalisation permet d'apporter un détail sur une production à grand volume ou à grande échelle, j'ai envie de dire. On garde nos 3 gammes. On ne fera pas une 4e gamme parce que quelqu'un nous le demande. Il y a un vrai besoin, il y a un vrai marché, on y va.
En revanche, si tu veux une couleur particulière, on sait y répondre. Si tu veux plus de RAM, on sait y répondre. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut actionner des boutons assez facilement, même sur de la production à grande échelle. Mais personnaliser quelque chose, clairement, tu viens me voir en me disant je veux que mon Hilo il ressemble à une Audi A6 et il n'y voit pas un jeu de mots ou quelque chose là-dessus, mais on ne saura pas faire et on ne le fera pas parce que ce n'est pas quelque chose qu'on répond. On ne répondra pas à du sur-mesure, on répondra à de la personnalisation techniquement qui sera réalisable par les équipes aux techniques. Les gars, si vous avez suivi un peu mes podcasts, etc., et les tips, moi je suis très morning routine, accompagnement, entourage, tout ce qui va être mentoring. Je sais que moi j'ai développé mes business aussi parce que j'ai eu des sources d'inspiration, alors des sources d'inspiration très connues, Obama ou autres, etc., pour la personne, hein, pas forcément pour les idées, mais aussi des mentors. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, si on commence par toi, mais vous allez tous y passer, mais est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose qui t'a poussé, sans parler de l'entourage proche, on en parlera juste après, mais qui t'a poussé dans cette aventure entrepreneuriale? Alors, qui m'y a poussé, non, mais par contre, de qui je m'inspire beaucoup, oui. C'est Joseph Puzo. Alors, Joseph Puzo, ça ne parle peut-être pas. Ça a été le grand fondateur d'Axon Cable, qui est une boîte à Montmirail, donc qui est un peu perdue et qui n'est pas connue du grand public. C'est un industriel qui fait du câble. Alors, attention, qui fait du câble dans les vaisseaux qui vont sur Mars, quoi. Ce genre de niveau de technique. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré à la foire de Chalon, parce qu'en fait, je suis juste en face de son stand. Et qui m'a raconté toute l'histoire de comment il a fait son entreprise, qui m'a dédicacé son livre, quelqu'un d'adorable, hyper sympa, mais qui a vraiment la tête sur les épaules, qui aujourd'hui est un industriel qui parle au ministre, mais qui arrive à venir voir un petit gars comme moi qui démarre et qui lui dit tiens, pour ton produit, tu devrais faire ça. Et en fait, quand il le dit, on se dit ouais, mais carrément, mais il a tellement raison. Et en fait, c'est des gars que j'admire parce que malgré leur position hyper élevé aujourd'hui, socialement, professionnellement, etc., et ben, ils arrivent à revenir tout en bas et à donner un petit conseil qui paye pas de mine comme ça, mais qui est hyper pertinent. Et ouais, ce type-là, admiratif. Et si vous avez l'occasion de lire son livre, il explique des choses géniales sur l'innovation et notamment sur l'entourage. Alors, il n'y a pas que lui, mais c'est souvent le sujet. Il explique simplement que lui, quand il reprend une boîte, il se dit « Ok, où est-ce que je dois aller, comment j'y vais et surtout avec qui j'y vais ». Et je m'en suis beaucoup inspiré. C'est pour ça que je suis resté avec Nico. Et toi, Nico, justement? Moi, en source d'inspiration, je te dirais que j'en ai deux qui sont diamétralement opposés. D'un point de vue vraiment entrepreneur, ce serait Elon Musk, pour sa capacité à prendre un produit à sa base, à son usage et à réinventer ce produit en optimisant plein de choses. C'est ce qu'on a fait avec Hilo. On a pris un produit qui existe, qui a des faiblesses, et on est venu gommer ses faiblesses. Donc ça, c'est vraiment cette approche-là que j'admire chez lui. Et pour contrebalancer un petit peu le personnage qui peut être polémique, le second, ce serait Obi-Wan Kenobi, pour son flegme, sa capacité à prendre du recul, de la hauteur, et à rester droit dans ses bottes, quoi qu'il arrive. Et est-ce que quand même vous avez, un peu comme tu viens de le faire, t'as un mentor, quelqu'un de plus proximité, puisque donc, bon, Obi-Wan Kenobi, on adore, mais Il tu est ne avec verras nous. pas. Elon Musk, si tu as la chance de manger avec lui bientôt, je suis preneur. Mais quelqu'un de proche? Alors, quelqu'un en tant que tel de proche, je te dirais non. Par contre, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui gravitent autour de moi, qui m'apportent une vision globale de l'entrepreneuriat, de ce qu'on peut en faire. Donc, c'est des gens du territoire rémois, des gens que j'aime beaucoup en tant qu'humain et qui m'ont aidé à grandir en tant qu'entrepreneur. Après, un mentor, j'ai envie de te dire, sur l'approche Hilo, il est assis à côté de moi. Il a 10 000 idées à la minute et c'est quelque chose qui, moi, me manque. Et on a trouvé un sacré équilibre tous les deux dans l'équipe. C'est la séquence émotion. Là. On va se faire des câlins juste après. Excellent, ça veut dire vraiment qu'il y a une vraie connexion entre vous, fondateurs, et c'est extrêmement important parce que dans ce cas-là, la structure, puisqu'elle existe aujourd'hui, n'aurait aucun sens, puisque ça part notamment d'une solidité de fondation, mais on a beau avoir des fondations solides, après il faut construire. Et toi, Kamel, ta source d'inspiration? Alors en dehors de moi, bien évidemment. Évidemment. Je sais que je peux te la faire. Tu as tout à fait raison de le dire. Parce que des sources d'inspiration, j'en ai plein.
J'en ai beaucoup des sources d'inspiration, des gens qui ont créé des choses, qui ont transformé l'immobilier rémois, local, voire même au national aujourd'hui. Donc c'est aussi un exemple à suivre. Mais un mentor, j'en ai un. Alors, je vais te passer le coup de ma famille, mon père, qui est plein de gens qui m'ont inspiré tout au long de ma vie. Mais j'ai un mentor qui est un ancien vendeur de chez Xerox, pour pas reciter cette phrase, qui s'appelle Didier, qui a créé une boîte qui aujourd'hui est une boîte qui génère, nonobstant de gérer du chiffre d'affaires, il génère de la satisfaction client. Et ça, pour moi, sa façon de penser, sa façon d'entreprendre, sa façon de travailler, sa façon d'être exigeant envers lui-même, résilient. Je parle de morning routine. Il a une routine de vie, en fait, au quotidien. Et je trouve ça ultra inspirant. Donc oui, c'est mon mentor. Quand j'ai un problème, c'est vers lui que je me tourne. Alors, on parle de mentoring et justement, moi, c'est ce qui m'anime vraiment aussi dans tous les types de business que je fais, etc. Je le pense avec le cœur. C'est que sans mon entourage proche, au-delà des mentors, je parle vraiment de proches, de ceux qui composent les 5 doigts de ma main, j'y serais jamais parvenu. Vous en pensez quoi, tous les 3? On en pense que c'est capital. En tout cas pour moi. Moi, sans ma femme, sans mes enfants, sans ma famille proche, tout ça n'est pas possible. Parce que quand les gens disent souvent, ouais, tu as des boulots, tu ramènes... Oui, tu ramènes le boulot à la maison. Oui. Quand tu es entrepreneur, quand tu es dans l'investissement, que ce soit en temps ou en termes d'argent ou en termes de projet, oui, tu le ramènes à la maison. Et si tu as des gens autour de toi qui te supportent, quand tu as un coup de mou, qui sont là pour te dire, allez, viens, je te fais une omelette et puis un bisou et ça va aller mieux, ça passe par ça, aussi fou que ça puisse être, ça passe par ça. Donc ils comprennent cette ambition qui est la nôtre, ils comprennent cette envie qui est la nôtre, mais ils ont besoin d'entendre parler parfois des gens avec qui tu bosses. C'est ça qui est assez marrant. Donc quand tu leur racontes des histoires, ils te disent souvent, mais parle-moi de lui, il est comment en fait dans la vraie vie? Et si tu connais un peu la personne avec qui tu vis et la personne avec qui tu travailles, tu arrives à trouver des similitudes dans ton attitude à toi et dans la leur. Et grâce aux personnes avec qui tu vis, ça conforte un peu tes choix, en fait, tout simplement. Donc moi, ils sont capitaux pour moi. Ils vous ont suivi dès le départ? Ils croient encore aujourd'hui au projet ILO? Ouais, alors, ça me fait rire cette question parce que moi, comme l'a dit Nico, j'ai 1000 idées à la seconde. Donc, quand je dis, ouais, je vais faire ça à la maison, je me fais immédiatement charrier en mode, oui, vas-y, bonne chance, bon courage, tu vas t'amuser. Parce que j'ai eu beaucoup d'idées qui sont pas allées plus loin que la simple idée. Là, aujourd'hui, oui, j'en parle beaucoup à la maison. Comme le dit Kamel, des fois, on me pose une question, on se dit, tiens, c'est une question que je me suis posée toute la journée, je vais en parler à quelqu'un qui est complètement en dehors du truc. Et ouais, carrément, ils y croient. Moi, j'ai une compagne qui me suit à 100%, qui me dit qu'elle est fière de moi et tout. Évidemment, ça aide. Et puis, j'ai des parents qui m'ont aussi encouragé à aller dans cette voie-là. J'ai un papa qui m'a toujours dit, il était profession libérale dans le monde médical, donc souvent c'est un peu les rails, quoi. Ils font leurs études, ils travaillent, et puis en fait, ils restent dans un rail très cadré. Et je pense qu'au fond de lui, il a toujours voulu entreprendre, mais il s'est toujours dit qu'il n'en avait pas le besoin. Et en fait, quand il me voit aujourd'hui entreprendre, il se dit, écoute, vas-y. Et puis, si tu prends une boîte, c'est pas grave. Alors, quand j'ai une boîte, si tu fais une erreur, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Tu vas apprendre un truc, puis tu vas en récréer une, et puis tu vas refaire des erreurs, et en fait, tu vas passer ta vie à faire des erreurs, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, chaque erreur, c'est une petite leçon, et puis de petite leçon en petite leçon, on arrive à faire un grand cours, quoi. Donc là, c'est un peu ce qui se passe avec Ilo. Et justement, dans tes réponses, il y a un mot que moi, j'adore mettre en avant, parce qu'à un moment donné, on est là pour se parler sur Common et pas se cacher les choses. L'échec, tu vas le dire, ton père qui te disait, faut échouer, faut échouer, faut échouer. Il y a un échec de dingue qui s'est passé chez Ilo à un moment donné qu'on peut déjà toucher du doigt et que vous dites, ok, alors qui j'imagine a permis d'en arriver là, hein, une fois de plus, il faut échouer pour en arriver là. Il y en a un significatif ou je sais pas, une anecdote, une engueulade entre associés ou des choses comme ça. Alors, des anecdotes, il y en a plein, des petites prises de bec, il y en a forcément. Quand on est seul à prendre des décisions ou à faire les choses, on fait à sa façon, on fait des erreurs aussi. Là, on est une équipe, donc on a des visions différentes. Raphaël a 1000 idées à la seconde, donc des fois, il faut le cadrer. Ça peut être frustrant pour lui, ça peut être un peu stressant pour moi, des fois aussi, qui doit gérer le technique qui va avec. Donc, c'est un équilibre à trouver. Donc des erreurs, il y en a eu, qui ont été gommées, qui nous ont permis d'arriver là où on en est aujourd'hui et de trouver notre équilibre, que ce soit sur le duo des cofondateurs avec Raphaël ou le trio avec Kamel aujourd'hui sur le développement commercial.
on a chacun un petit peu notre approche, notre vision des choses, et c'est cette mise en commun qui nous permet d'être là où on en est aujourd'hui et d'aller vers ce vers quoi on veut aller demain. Et tu viens de dire une chose essentielle qui résonne en moi, et je vais m'adresser à toi, Raphaël, qui est le dirigeant de la structure. Keynes, un économiste, a dit un jour, c'est une phrase qui vraiment, et je le dis dans beaucoup de podcasts, compte beaucoup pour moi, il vaut mieux avoir tort comme tout le monde que raison tout seul. Qu'est-ce que t'en penses? C'est complètement vrai. En fait, je suis assez d'accord avec lui sur ce sujet-là parce que, en fait, l'entreprise, c'est que tu le veuilles ou non, c'est une aventure collective. Donc, oui, il faut prendre des décisions. Oui, tu vas dans une direction et des fois, il faut bagarrer pour emmener les gens avec toi parce que tu as une conviction et une conviction, c'est très difficile à expliquer. Mais il faut des fois savoir mettre de côté cet extrémisme d'idées qui m'anime, et je parle surtout pour moi, pour me dire, OK, les gens autour de moi ne sont pas prêts à l'entendre, mais c'est pas grave, parce qu'ils sont assez représentatifs des gens à qui je vais parler dans la vie de tous les jours. Je m'adresse pas, si je m'adressais qu'à des gens comme moi, je me briderais pas et ça irait tout seul, mais c'est pas le cas. Donc je suis obligé de me brider parce que on va y aller progressivement. Moi, j'ai envie d'aller brutalement d'un point A à un point B. Et puis, les gens à qui je m'adresse, ils y vont peut-être plus calmement. Ils y vont, mais plus calmement. Et puis, il y en a qui y vont pas. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ouais, il faut savoir prendre sur soi. Il faut savoir se dire, OK, cette idée-là, je l'ai, c'est pas pour maintenant. Ce sera pour plus tard. On a parlé de gamme tout à l'heure. S'il savait ce que j'ai en tête, il se barrerait. Il se dirait, non, mais c'est mort, je veux pas faire ça. Mais voilà, donc j'ai appris, moi, Nico, il m'a appris à prendre sur moi, à me dire, vas-y, cool, on y va progressivement. Et effectivement, même si tu as raison maintenant à l'instant T sur ce sujet, c'est pas maintenant qu'il faut le faire valoir, c'est plus tard. Ça ne dispense pas de vouloir avancer, hein, mais il faut savoir le faire au bon rythme. Avec tous ces succès déjà de remporter plein de prix, tu nous disais Kamel tout à l'heure, des pitchs, etc. Est-ce qu'il y a pas un moment donné où l'équipe a pris un peu la grosse tête? Alors, l'équipe prendre la grosse tête, j'ai envie de te dire non. Euh, parce qu'il y a Nico. Et puis que dès que tu commences à aller trop loin, Nico dit hop, 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 va t'asseoir au fond de la classe. On en reparle après. Mais non, la grosse tête, non. Mais après, comme l'a très joliment dit Raphaël, c'est une équipe. Donc chacun va y mettre sa petite pierre à l'édifice, en fait. Et quand il y a une réunion sur un sujet, par exemple les couleurs, tu vois, ça peut te paraître complètement fou. Tout à l'heure, tu l'as présenté, on parle des couleurs. Les couleurs, ça a été un vrai débat. Toi, tu préfères lequel? Moi, j'aime bien celui-ci. Ah celui-ci, on va pas le produire. Si, on va le faire quand même. Tu vois, il y a eu mais tout le monde a choisi sa couleur. Tout le monde a porté sa couleur. Et au final, la décision, elle revient à une personne, encore une fois. C'est ce qui est normal, parce qu'on prend l'avis de tout le monde, mais sur le quand on les produit, comment on les produit, et quelle couleur, finalement, on va prendre, à la limite, moi, c'est pas ma sauce, mais je donne mon avis. Et c'est ça que je trouve formidable au sein d'ILO. C'est qu'on peut tous donner son avis, et qu'à la fin, on trouve un consensus qui nous permet d'avancer. C'est ça le but d'une entreprise. Est-ce que tu as conscience, Raphaël, en tant que dirigeant, puisque je suis déjà passé moi par là, à ma toute petite échelle, et j'ai d'autres copains comme Eric d'aujourd'hui qui est passé ici, qui en a une autre, Philippe Mille qui en a une autre, etc., qu'au début, quand tu crées, vous êtes en mode, alors, j'aime pas ce terme-là, mais c'est arrêté en mode start-up, d'accord, mais déjà viable à l'instant T, qu'au début, tu es dans du management ultra consultatif, participatif, et que tôt ou tard, il faudra diriger presque plus des process que des hommes. Ouais, ça, j'en ai pleinement conscience. Et c'est dommage de me rappeler ce qui m'attend. Je le sais, non, mais ça va venir, évidemment. Mais ça s'apprend, c'est comme tout. Enfin, aujourd'hui, oui, je l'envisage, je me dis, OK, on va y arriver, très bien. Eh ben, c'est pas grave, je vais l'apprendre. Et puis, je vais l'apprendre, comme je l'ai dit juste avant, peut-être dans la douleur, parce qu'un jour, je vais faire une énorme erreur et je vais me la prendre pleine tête. Mais c'est tout, c'est le jeu. Et je le saurai, et puis je l'aurai appris. Puis, il faut pas oublier que nous, on est une équipe très ouverte, c'est-à-dire que on discute beaucoup de notre projet, on est un peu encadré par des gens qui sont pas forcément là, qui nous donnent aussi des avis, qui ont aussi une expérience très forte sur des sujets d'entreprise, et donc qui, eux, de l'extérieur, en étant très pragmatiques, nous disent en une phrase que nous, on réfléchit depuis des semaines. Et on se dit que, oh, tiens, ce qu'il vient de nous dire, c'est hyper pertinent, encore une fois, donc l'écouter à 100%,
peut-être pas, mais par contre, son avis a du poids. Et donc, ok, on y arrivera. Et puis, si mon métier il change, c'est à moi de m'adapter. Si je m'adapte pas, c'est que je suis pas fait pour ce métier-là, quoi. Effectivement, je te le confirme, ton métier va évoluer. Alors, tous, puisque je souhaite à Kamel que ce soit vraiment le directeur France du développement à un moment donné, parce qu'il y aura plein de directeurs à chapeauter. Ça veut dire qu'on aura tué le game avec Hilo. Je te souhaite de gérer des techs et d'écrire un manuel de comment le monter, parce que j'ai bien compris que c'était toi. Et puis toi, tu verras, il faudra diriger des process. Et je te souhaite même de diriger un conseil d'administration parce qu'on aura tous eu la chance d'investir à un moment dans Hilo et qu'on aura un beau conseil d'administration. Dans ces moments-là, quand tout va changer, vous verrez, dans une toute petite expérience, une fois de plus que de 5 ans, c'est dans ces moments-là où on se souviendra d'où on vient. Alors, il faut toujours s'en souvenir, ça, j'ai aucun doute. Et c'est la base des bases. On a parlé de la famille juste avant, mais on se souviendra aussi des petits échecs dont on vient de parler. Mais ce qui nous fera du bien, c'est les fiertés aussi. J'imagine qu'il y en a déjà par lesquelles vous êtes passé, au-delà d'être là. Mais est-ce qu'il y a cette année, puisque c'est la première année de l'entreprise officielle, est-ce qu'il y a une petite fierté qui vous vient en tête, là, comme ça C'est quoi votre fierté de l'année, là? Moi, j'en ai deux. Il y a deux moments qui me viennent tout de suite. C'est évidemment la première vente qu'on fait à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pas notre premier cercle. Voilà, c'est pas quelqu'un qu'on connaît, donc c'est pas un achat plaisir, etc. C'est quelqu'un qui est le premier convaincu, quoi. Donc ça, je m'en rappellerai toujours parce que ça a pris 3 minutes montre en main. Le gars a vu le produit, je lui ai expliqué, il m'a dit « Ok, je le prends ». C'est quelqu'un... c'est la première vente de la boîte ou c'est le premier que vous C'est pas connaissiez la première Ok. vente de la boîte, mais c'était le premier client vraiment extérieur à notre cercle Excellent. de connaissances. Donc ça, je m'en rappellerai toujours, c'est sûr et certain. Je vais aller le voir juste après d'ailleurs. Et le deuxième fait marquant, c'est la première fois que je pitch Hilo. C'était en février. C'était aux Informés du Grand Reims. Donc j'ai 3 minutes pour pitcher Hilo. Et en fait, c'est la première fois que je vais pitcher le produit devant 200 personnes dans un amphi. Il y a beaucoup de professionnels. Donc tout de suite, tu n'es pas dans un pitch où le public est conquis. Il faut aller le conquérir. Je fais mon pitch tranquillement et en fait, j'avais le PC qui était posé sur un pupitre sur le côté et donc je commence mon pitch en montrant une tour d'unité centrale en leur disant vous savez ce que c'est un PC machin. Je leur explique pourquoi c'est pas bien et puis en fait, je déroule tous les avantages d'Hilo et à un moment je dis ok, on vient de décrire le PC que vous rêvez mais en fait il est devant vous depuis le début. Je laisse un blanc, je vais chercher le produit et là les gens ils applaudissent. Et là, je me dis, ok, super, j'ai réussi mon coup, c'est gagné, quoi. Là, je me dis, ok, Hilo, c'est parti. Voilà, le reste, c'est du détail. Vous en avez d'autres, les garçons? Moi, je te dirais que c'est qu'à chaque fois que je le montre à quelqu'un qui ne l'a jamais vu, ce petit instant où les yeux s'illuminent de voir un truc innovant, impressionnant, parce que on est sur le bassin rémois, on fabrique un ordinateur. C'est incroyable. C'est incroyable pour le commun des mortels, mais même pour nous, ça reste incroyable. Et ça, c'est une vraie fierté de pouvoir faire vivre le tissu rémois pour moi qui suis né ici à Reims. Alors moi, je partage tout ce qui vient d'être dit. La première vente, la première vente, c'est vrai. Quand tu vois les yeux du fondateur qui s'allument en se disant « Putain, ça y est ». Et là, on tient quelque chose parce que tu l'embarques dans le système de vente, ce monsieur, qui a pensé dans son garage, qui l'a conçu, qui l'a assemblé, qui l'a vissé. Et là, tu as un mec qui ne te connaît pas et qui te dit ce que tu viens de me dire, c'est tellement évident. J'en prends. Et j'en prends pas un, mais j'en prends 4 pour la vraie première vente qui a été réalisée. Et quand tu vois les yeux d'un fondateur, tu comprends qu'il a compris qu'il se passait réellement quelque chose. Et ça, pour moi, c'est un fait marquant de cette année. Justement, si c'est le fait le plus marquant, si on est sur Common, ça veut dire qu'on a une communauté qui peut-être ne vous connaissait pas aujourd'hui. Je vais m'adresser à Kamel. Je vous laisse. J'ai bien compris que les fondateurs, le commerce, c'était moins votre truc. La gestion d'entreprise, la gestion de comment on crée un PC, ok. Kamel, dans tous ceux qui vont nous écouter, il y en a 99% qui n'ont pas d'Hilo. Pourquoi Hilo? Pourquoi Hilo? Pour 3 raisons. La première, c'est que tu n'as pas besoin d'une grosse tour vide. La seconde, c'est parce qu'il est ultra performant. Et la troisième, soyons un peu chauvins dans notre région, il est produit ici, les gars. Dans une région comme chez nous, tu sais, Kamel, je reprends ce que tu disais au début, Raph,
Nous, ici à Reims, on préfère le Made in Reims que le Made in France, si je dis pas de bêtises. Donc là, effectivement, on est pile dans la cible puisqu'on est produit à Bethny. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut récupérer un îlot demain. Comment ça se passe si on veut acheter îlot? 2 solutions, ilofrance.fr. La deuxième solution, c'est de nous contacter et on pourra vous donner les coordonnées. Vous allez, moi, je suis facilement trouvable. Kamel Aïterba, le directeur commercial ou le directeur du développement commercial ou le commercial, tout simplement, qui vous permettra d'acquérir votre îlot de main avec les explications. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on est à l'approche d'une révolution presque industrielle chez nous, à Reims, à Bethny pour être précis. Je pense qu'on peut vraiment être fier de cette entreprise qui récolte de plus en plus de gains, de lots, etc. à chaque apparition. La dernière fois que j'ai croisé, c'était Nicolas qui avait pitché à la Jelly Week, représenté par nous, les entrepreneurs, et notamment la capsule de Reims, que je salue au passage, Maxence Dumoulin. ilofrance.fr, vous retrouverez l'ensemble des coordonnées de tout le monde. Très bientôt, vous pourrez également commander directement, si je ne dis pas de bêtises les gars, sur ilofrance.fr directement et choisir la couleur de mon PC n'importe où, partout en France. C'est ça. Exactement. Ok. Eh bien, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez surtout pas. Vous retrouverez l'ensemble des éléments dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Come on.